Listening. À l'écoute. Yo Kamela. Kusikiliza. Udi on Nyosonge tuba mukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer. Bon début de semaine à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue sur ce plateau de l'émission À l'écoute. Comme vous le savez, nous débattons, nous échangeons sur des questions d'actualité politique et socio-économique du pays. Et pour cette journée, je reçois Monsieur Joseph Mbenda de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi. C'est pas une première fois d'être sur nos plateaux. Avec lui, nous allons échanger sur ces sujets d'actualité. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il y a eu la condamnation de la tentative du coup d'État de mai dernier. 37 personnes ont été inculpées. Il y a aussi cette actualité sur l'arrestation de l'opposant Kikouni qui ne cesse de faire couler encre et salive sur le droit fondamentaux en République démocratique du Congo. Ce sont là ces thématiques que nous allons exploiter tout au long de cette émission dont je vais recevoir M. Joseph. Bienvenue. Merci Madame Jaël, merci pour l'invitation. D'ailleurs, c'est pour la deuxième fois que je viens dans cette chaîne. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer Madame Rachel. Vous allez lui passer mes salutations et encore bon courage. Donc, merci pour l'émission. Nous allons parler de la situation politique du pays. Mais laisse-moi d'abord saluer le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, ainsi que Madame Denise Nyakero, la distinguée première dame, sans oublier le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, mon abouté. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, la crise est-elle passée? Ouf. Mais le pire, on a évité le pire. C'est ce que je peux dire à l'intention de l'opinion. Le pire, c'était? Le pire, c'était que l'UDPS ne se relève plus jamais après le départ du secrétaire général Augustin Kabouya. Non pas par la personne de M. Kabouya, mais beaucoup plus, c'est des autres qui allaient prendre place à l'UDPS parce que plus jamais quelqu'un ne pouvait être accepté comme dirigeant. Alors, il y a un moyen, il y a une procédure pour faire partir les dirigeants du parti, à l'occurrence le Congrès. Quand le Congrès est organisé, on élit le président du parti et le président du parti nomme un secrétaire général qui est le premier ministre du parti. Et le premier ministre du parti, qui est le secrétaire général, fait des propositions de nomination. Mais en cas de figure, alors si Augustin Kabouya partait, qui va rester, donc ça va être un désordre vraiment total. Mais Deo Bizibu a été désigné par la Convention démocratique du parti. Non, bon, j'ai déjà expliqué ça sur votre plateau que Deo Bizibu n'était pas... Bon, le choix de cette convention démocratique du parti était irrégulière et non statutaire et illégale. Donc, M. Deo Bizibu ne pouvait pas se prévaloir. Bizibu ne pouvait pas se prévaloir de ces postes-là. Donc, on est déjà passé par là. Maintenant, c'est l'avenir du parti. Parce que maintenant, l'option qui est levée, c'est regagner la confiance des Congolais et des Congolaises après cette crise. Parce que beaucoup ont été lésés. Deuxièmement, comment conserver le pouvoir en 2028 ? Et la machine est déjà en marche. Ici, je salue la nomination du national Barouti Vena au poste du secrétaire national chargé de la communication et porte-parole du parti, qui est en train de s'organiser. Donc bravo. Et d'autres cadres de l'UDPS sont en train de se mouvoir sur l'ensemble du pays, même à Kinshasa ici. Ici, j'évoque l'honorable Socrates Mobengai, qui est le questeur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui est l'élu de la commune de Mongafula, dont j'ai assisté à sa descente dans le cadre de la redynamisation du parti, même aussi dans le cadre de ses vacances parlementaires, parce qu'il vous souviendra, l'insécurité à Kinshasa bat son plein, vers Cité Maman Bouboutou,
localité Kadima, en bas là, on appelle Machocho, ville-rivière. La rivière plutôt, il y a plus de 10 cas d'insécurité dans une seule nuit. Alors, il a fallu qu'il descende là-bas, nous l'avons accompagné et il y a eu même de malfrats qui ont été arrêtés. Donc, voilà un peu. Donc, nous saluons ces genres d'initiatives. Donc, voilà. Donc, Augustin Kabouya reste. Il est là jusqu'en 2028, madame. Vous voulez qu'il parte? Il est là jusqu'en 2028 pour organiser le parti et mettre le parti en ordre de bataille pour soutenir le chef de l'État et le gouvernement, voilà, les institutions. Donc, est-ce que vous allez vous mettre ensemble, échanger avec les frondeurs? Maintenant, quelle serait la suite? Non, c'est vous allez rester comme ça dans la... Non, c'est la va de soi. Ça va de soi. Il y a ceux-là qui ont été manipulés par cette crise, qui ne connaissaient ni les tenants et les aboutissants. Mais il y a ceux qui ont été lucides pour savoir que non, il fallait mettre un peu bas la terre, comme disent les Kinois. Mais c'est parce que Maman Marthe s'est intervenue, c'est qu'elle en a vu les images, elle a fait... Mais c'est tout à fait... Maman Marthe fait partie du parti, non? Et n'est pas... Oh, bon, les gens spéculent inutilement et bêtement sur Maman Marthe parce qu'ils ne connaissent pas la valeur de cette maman à l'UDPS. C'est une combattante qui a vécu l'histoire de ce parti mieux que nous tous ici, même son fils Félix. Maman Marthe a des leçons à nous donner, même au président Félix, il peut lui dire, à ce temps-là, je vais t'enseigner, c'est parti. Quoique le président a adhéré au parti à 19 ans, maman a accompagné les 13 parlementaires, notre mentor, jusqu'à sa mort. Donc maman connaît bien l'histoire du parti. C'est pour cela, en tant que maman, elle a appelé tous ses enfants à l'unisson et à la paix. Et c'est ce qui fut fait. Bravo à notre maman. D'accord, nous espérons que la tempête est passée. Il faut souligner que c'était sous la médiation de beaucoup de détracteurs du parti, beaucoup de détracteurs du CG Kabouya qui sont en dehors du parti, avaient bien voulu souhaiter cette crise puisse perdurer parce que les désordres à l'IDPS allaient profiter à certains. Nous sommes au courant, mais Dieu soit loué que la crise est passée. Et nous voyons maintenant l'avenir autrement. Mais les remarques des frondeurs, Augustin Kabouya a pris ça en considération, il est entré dans... Mais oui. Tout on aura bientôt des cartes des membres, vous en aurez bientôt. Mais qui vous dit que non, les cartes des membres, c'était ça, c'était des prétextes. Mais juste pour vous identifier, parce qu'on voit, il y a beaucoup de gens se font passer pour des membres de l'UDPS, mais avoir des cartes des membres, ça serait un moyen pour réellement identifier telle personne et dénoncer ces personnes. Bon, je vais vous dire, en fait, les gens parlent de l'UDPS, mais ils ne connaissent pas l'UDPS. Pour être membre de l'UDPS, la première des conditions, c'est d'adhérer à une cellule de l'UDPS dans sa circonscription de sa zone. C'est la fiche d'adhésion à l'UDPS qui t'identifie comme membre du parti. Et cette fiche est transmise au niveau de la section, et puis au niveau de la fédération, et puis au niveau du siège du parti. C'est comme ça qu'on devient membre de l'UDPS. Et puis la carte n'est qu'une conséquence. Ils appelleront aussi d'identifier. Non, je dis ceci. Oui, outre la fiche. Mais tu te promènes avec la carte de l'UDPS et puis ça te donne quel droit au pays? Parce que ce n'est pas une carte d'identité. Ça, c'est au niveau du parti, c'est l'organisation du parti. Parce que nous avons des registres au niveau du parti, où il y a la base des données de tous ceux qui sont membres. Moi, je suis vice-président de la cellule Binza Pigeon 1. Vous voyez? Donc ici, je parle en tant que UDPS et puis communicateur du parti. Il y aura maintenant porte-parole parce qu'on disait que Augustin Kabouya s'accaparait de tout. Lui-même, il s'était transformé en communicateur, lui-même porte-parole, lui-même secrétaire général. Il n'associait pas ses collaborateurs cette fois-ci. Il a pris ses remarques en considération. Moi, je suis de temps en temps au siège du parti. Il y a toujours des réunions autour du CG avec ses collaborateurs. Bon, quand on va en poste, on fait du bruit, on manipule les gens. Voilà la vérité. Mais la vérité que Augustin Kabouya est toujours, regardez toutes les matinées politiques. Avant qu'il monte, il est toujours avec ses collaborateurs dans la salle de réunion. Et puis il descend avec eux tous, avec M. Ils n'échangeaient pas, on les appelait, venez, il y a telle réunion, parfois ils ne connaissaient pas qu'est-ce que le CG, pourquoi ils nous invitent. Ils étaient tous surpris. Non, madame, quand on est chef aussi quelque part. Il y a des choses qu'on peut associer des collaborateurs, il y a des choses qu'on peut décider seul. Ce n'est pas interdit dans la norme sociétale. Donc,
Voilà un peu. Donc, moi, je crois que nos amis, Augustin Kabouya, il n'est pas insensible. Augustin Kabouya, c'est quelqu'un qui est très sensible. Et je crois que c'est pour cela même il a nommé un porte-parole, à l'occurrence M. Barouti. Mais qui ne sera pas figurant, on espère. Non, il ne sera pas figurant parce qu'il est en train d'organiser les choses. Donc, il ne sera pas figurant. D'ailleurs, c'est un secrétaire national. Pour clore ce chapitre, qu'est-ce que vous dites à vos militants? Non, je dis à tout le membre de l'IDPS, ici à Kinshasa, dans les provinces, dans la diaspora, le directoire du parti s'organise et que le parti va bien maintenant. Nous sommes en train de voir ce qui peut arriver en 2028, organiser le parti pour que nous puissions encore conserver le pouvoir après 2028. Et le CGI travaille nuit et jour et de faire confiance à la hiérarchie du parti. Voilà. Monsieur Joseph, vous dites que vous venez de dire là que l'UDPS veut conserver le parti en 2020. Le pouvoir en 2028, vous êtes sûr, il y a trop de critiques sur la gestion de l'UDPS, la vie socio-économique qui ne marche pas, la hausse du dollar. À l'opposition, on ne cesse de décrier les violations des droits fondamentaux. Le cas de cette Kikouni, vous êtes sûr qu'en 2028, les Congolais vont vous faire confiance? Merci pour cette question intelligente, mais malicieusement posée. Non, écoutez madame, je vais être sérieux sur votre plateau. Devant nous, il y a une opposition puérile et enfantine, qui n'a pas un discours, qui n'est pas cohérente, qui est faible et qui pleurniche à tout moment. Nous, on ne pleurnichait pas. Ben, vous dites que vous pleurnichez, vous n'accusez que Joseph Kabila. Les mâles, c'est les autres. Vous n'avez jamais assumé. Mais madame, nous assumons la gratuité de l'enseignement. Nous assumons la gratuité de la maternité. Nous assumons la réforme sur la retraite des agents publics de l'État. Nous assumons la hausse du dollar. Nous assumons le tout. On va en parler. En fait, maintenant, vous avez parlé de ces cas de violation des droits de l'homme. Madame, dans toutes les grandes démocraties du monde, il y a des bavures. Le cas évoqué, c'est la France avec les Gilets jaunes, les États-Unis avec tout ce qui est lié au racisme. Vous voyez? Ici, j'évoque le cas Mark Floyd aux États-Unis. Des arrestations des Noirs, des tueries en série aux États-Unis. Là-bas, on n'évoque pas de droits de l'homme. Les Gilets jaunes, ces grandes manifestations qui ont eu en France, vous avez vu tous ces ONG internationales taxer la France d'un pays qui viole les droits fondamentaux. Mais pourquoi seulement quand c'est en Afrique et en RDC, les gens commencent à lever les voix pour évoquer des violations de droits de l'homme? Ce sont les opposants qui les disent. Mais de quels opposants il s'agit? C'est une conglomérat de complotistes contre le Congo. Tous ces gens-là que vous voyez, vous ne les connaissez pas. Ce sont des gens très méchants, très dangereux. Ils apparaissent avec des discours, mais ils sont en connivence avec l'extérieur, avec les ennemis de la République. En distillant des messages séparatistes, en distillant des messages pour confronter, des confrontations de communautés pour qu'il y ait ben des gens au Congo. Moi, j'aurais cru que vous allez condamner les propos de M. Seth Kikouni. Vous avez vu un opposant condamner les propos de M. Seth Kikouni? Son parti qualifie ces accusations. Mais de quel parti qu'il s'agit? Préfabriqué. Mais M. Seth Kikouni, il y a des vidéos qui existent. Dans cette histoire qu'ils ont tenue au Katanga, mais lui-même, il est passé sur Tok Pongo en assumant ses propos, en disant que, voilà la dangerosité de ses propos. Peut-être vous ne pesez pas, mais madame la journaliste. En disant Katanga, mais la souffrance que vous vivez, se Félix Tshisekedi. Mais Tshisekedi ne vit pas au Katanga, il vit à Kinshasa. Mais le président de la République. Mais il y va, mais il vit à Kinshasa, là où se trouve sa résidence et le siège des institutions. Mais qui sont au Katanga là-bas? Il y a des Kassaïens. C'est une façon de dire, vous devez vous occuper des Kassaïens. C'est très dangereux. Vous devez vous en prendre aux Kassaïens. C'est ça le message qui est distillé. Et ce monsieur a été utilisé par ces caciques d'ensemble de Moïse Katumbi et les Christian Mwando. Parce qu'ils ne pouvaient pas tenir ces genres de discours parce qu'on sait déjà qu'on a utilisé cette Kikouni pour faire passer cette déclaration katangais. Donc, il vous souviendra après l'élection de M. Félix Tshisekedi. Même pendant les élections, même pendant la campagne, à Malembankulu, qui ont été tués? Des Kassaïens. Après les élections, à Sakania, qui ont été tués? Les Kassaïens. Est-ce que vous avez vu ces opposants
faire des déclarations condamnant des meurtres, des assassinats, des déplacements massifs. Madame, qu'est-ce qu'on veut dans ce pays? Quand c'est pour le Kassaïen, personne ne parle. Mais quand c'est cette Kikouni, c'est tout le monde qui s'érige en miraille pour dire que non, monsieur Seth Kikouni. Mais ces messieurs, ils sont dangereux pour ces pays. Mais les opposants continuent à dire Madame, des choses que Félix Tshisekedi disait lorsqu'il était dans l'opposition, l'état de droit, une fois au pouvoir, à Kokangaba, Aner, mais c'est fermé, madame. Et aujourd'hui, Seth Kikouni madame, a passé plusieurs jours. Il y a eu cette tollée, cette pression de l'opposition. Voilà pourquoi on est obligé. Ça, ce sont des foucades inutiles des opposants. Je dis des foucades. Je me rends compte qu'on a une opposition capricieuse. Qui veut qu'on leur donne tout sur le plateau comme ça? Même en France, dans de grandes démocraties, Trump a échappé à combien de tentatives de meurtre pendant la campagne? La troisième en a eu. Mais qui a été... C'est les États-Unis d'Amérique, madame. Je dis les États-Unis d'Amérique. Trump a voulu laisser sa peau pour le pouvoir là-bas. Donc là, il a raison d'intervenir. Madame, il y a ceci, voilà, je vais expliquer la lanterne de l'œil. Le président dit les cachots clandestins. C'est ça. Mais l'ANER doit avoir des cachots. Ce sont des sécurocrates. Dans l'ANER, il y a le renseignement et les opérations. Mais qui nous protège aujourd'hui pour que tu sois libre de circuler? Mais c'est l'ANER. Quand on t'arrête parce que tu es en train de faire des actions subversives, on te met. Nous sommes au niveau de ce qu'on appelle le terme, la sûreté de l'État. C'est l'ANER et l'ADEMIAB et le Conseil national de sécurité qui ont aussi des cachots, qui ont aussi des OPJ, mais eux maintenant, ils sont particuliers. Madame, quand on t'arrête à l'ANER et à l'ADEMIAB, ce n'est pas la même procédure au pénal. Mais ça, il était introuvable. Mais on a menti. Sa femme disait qu'il a un problème de cœur. Madame, on craignait même le pire. Mais faux et archi faux. Il y a une certaine Bibi Kapinga que j'évoque ici. Une Congolaise de mauvaise qualité. Qui a publié que cette Kikouni était mort. Mais comment il l'a ressuscité? Tout ça, ce sont des tissus de mensonges. Même sa femme a menti, malheureusement. Ils ont menti et mais ce n'était pas l'inquiétude de connaître quelqu'un. Quand on t'arrête à l'ANER, mais on a menti que nous sommes allés à l'ANER, on nous a dit qu'il n'était pas là-bas. On nous a dit qu'il est mort. On nous a dit qu'il ne reste que quelques heures, nous allons communiquer. Quelques heures après, le monsieur réapparaît, on l'amène. Si on t'arrête à l'ANER, voilà la procédure. Les OPJ qui t'auditionnent, jusqu'à ceux qui seront convaincus, les délais pour eux ne tiennent pas. Jusqu'à ceux qui seront convaincus. De 48 heures. Non, la 48 heures, c'est la procédure normale au pénal, ici à la garnison militaire de Kinshasa et au parquet. Donc dans les services... Quand on arrête à la démiable là-bas, il ne faut pas nous amener ces procédures. Dans les services intelligents, c'est ça. Ils seront convaincus le jour où ils seront convaincus, le PJ qui t'auditionne. Par son intime conviction, il se rend compte maintenant qu'il a des éléments de preuve. Maintenant, il t'amène au parquet. C'est ce qu'on a fait avec... C'est ce qu'on a fait. Maintenant, le monsieur est là. Mais l'épisode, la fameuse épisode de Salomon Escadé là. On nous a dit qu'il va mourir si on le laissait là-bas. Mais il est où? Il est sénateur. Où est partie la maladie? Mais d'après vous, l'opposition dramatique... Non, tous ces gens-là... Bon, je vais parler du syndrome de M. Charles Pasqua. Vous savez ce que c'est? Quand tu as un dossier à la justice, il faut créer d'autres dossiers pour qu'on ne traite pas ton dossier. C'est comme ça que ces gens deviennent malades directement. Malades, les cachots de la mer. Moi, j'en suis. Vous avez été déjà là pendant Joseph Kabila. Les gens parlent pour parler. Nous, on voyait des autorités venir sélectionner ceux qui devaient mourir. On a des amis qui ne sont plus jamais retournés dans leur maison. Ici, vers Ngouma. Et partout ici, à Dombessi, il y avait des cachots clandestins. Quand tuaient les gens qu'on jetait dans la mer. N'est-ce pas que vous avez entendu de l'autre côté de la rive du Congo-Brazzaville, on retrouvait des corps en train de... Sur les eaux du fleuve Congo. La fosse commune de Maluku, vous n'en avez jamais entendu parler. Donc l'opposition a tort d'accuser... Ces gens sont en connivence avec les ennemis de la République. On n'a pas une vraie opposition dans le vrai sens du terme, mais constitutionnellement parlant. Mais on a des mouvements subversifs et insurrectionnels muets en opposition. Nous,
bon, malheureusement pour nous, on a une opposition qui est riche, qui est milliardaire, qui peuvent nous asséner des coups à tout moment. Voilà la vérité. Nous, on n'avait pas l'argent pour comploter comme ça. Nous, on n'a jamais comploté contre la République, mais eux, ils sont en train de comploter contre la République. Son parti a... De quel parti vous parlez, madame? Le parti de cette Kikouni. Mais il n'a pas de parti politique. De l'ANR pour toutes ces exactions contre... Mais madame, c'est ça que je parle du syndrome de Charles Pasqua. Créer un problème dans un problème pour que le faux problème ne soit pas traité en justice. C'est ce que l'expert en la matière, c'est Matata Ampogno. Ils sont coupables, mais ils ne veulent pas... Madame, dites-moi quelle est la loi qui établit qu'un opposant ne peut pas être arrêté. Mais j'évoque ici les combattants de la force du progrès. Ils ont écopé de la peine de mort. Ils doivent être arrêtés, mais lorsqu'ils sont dans leur respect des droits... Madame, quel droit? C'est-à-dire il y a des droits pour eux, mais eux ne doivent pas respecter les lois de la République. La liberté peut-être. Mais qu'est-ce qui est liberté? Jean-Jacques Rousseau évoquera que la liberté n'est pas ce que l'on veut faire. La liberté, c'est ce qu'on ne doit pas faire. C'est ça, Jean-Jacques Rousseau. Liberté d'expression, d'opinion. Mais quelle liberté d'expression, d'opinion? Mais ces gens-là... De fur et à mesure, on ne fait que réduire l'opposition en silence. Mais non, ils font de l'opposition. Regardez ces gens-là. Voyez Chakinda, là, ce qu'il dit, Bolonjoa. Mais c'est ça la liberté. Ils vont madame, à l'époque de Kabila, tu termines l'émission ici. On arrête. Mais j'évoque ici, même M. Mendelesse, il ne me contredira pas. On coupe directement le signal de votre chaîne, oui ou non, dans ce pays. Et qu'en sortant ici, et les journalistes et l'invité sont arrêtés par le service de renseignement. Donc Félix Tshisekedi n'est pas dans tout ce qu'on a fait. Madame, dans tous les pouvoirs du monde, il y a des bavures, je le reconnais. Mais il ne faut pas dire que non, que Félix ne respecte pas les droits humains. À l'époque de Kabila, GED a publié un rapport, 12 morts de journalistes. 1600 et quelques cas de violation des droits de l'homme et de liberté d'expression. Voilà la transparence du régime. Il y a eu 120 morts à la prison centrale de Makala. Le gouvernement fait recours à la société civile et au Bureau des Nations Unies des droits de l'homme. Pour qu'on éclaire l'opinion. Parce que le gouvernement n'a rien à cacher. 129. Mais oui, mais voilà maintenant. Maintenant, ici, on a une opposition qui croit qu'il a le droit de dire tout ce qu'il veut. Mais quand la loi l'interpelle, on dit acharnement. Vous étiez aussi dans l'opposition. Mais oui, nous assumons. Nous étions conséquents. Vous n'avez pas fait plus pire que l'opposition. Non, faux et archi-faux. Nous, on s'attaquait aux fondamentaux. C'est-à-dire l'état de droit, la démocratie, la bonne gouvernance. Mais ils s'attaquent à une tribu. Qui est la tribu du chef de l'État? C'est ça la vérité. Exacerber les tensions communautaires pour qu'il y ait tuerie, que les gens s'entretuent entre eux. Créer le chaos. Mais ce n'était pas nous. Mais j'évoque ici mon mentor d'heureuse mémoire, Etienne Tshisekedi Mulumba. En aucun cas IDPS. En aucun cas, nous étions primés par Mobutu, Laurent Désiré Kabila et le fameux Joseph Kabila. Mais vous avez vu l'IDPS dire qu'au Kasaïen, attaquez-vous au Katangais, au Swahili, au Bangala, jamais, parce qu'ils se sont des frères. Mais nous attaquons un système. Nous attaquons à la politique qui est mise en place. Mais les Kassaïens en ont payé le prix avec Kamouane Sapou. Mais deux fois, on a vu des vidéos, des anciennes vidéos du chef de l'État à l'époque opposant, oui. Comment il s'attaquait à parfois Joseph Kabila, les qualifiés de Rwandais aujourd'hui. Mais qualifier quelqu'un de Rwandais, est-ce que c'est un péché? Mais c'est vrai ou c'est faux? Vous avez peur? M. Kabila, c'est un Rwandais. De son frère Hippolyte Kanambe, dont on a falsifié la nationalité et l'identité. De le dire comme ça, c'est un péché? Mais ce n'est pas nous qui l'avons évoqué. Le premier, c'est moi, Nazambo Kantumba. Vous vous souvenez? Mais le fameux Zoé Kabila a dit quoi? Ils sont devenus des membres de famille de Laurent Désiré Kabila en 1997. Madame, vous avez peur de le dire? Mais Jean-Noël Kabila l'a dit en plein air de l'Assemblée nationale, nous en Tanzanie. Émile Ngoïmoukena que j'évoque a dit quoi? C'est lui qui était chargé de donner, lui-même ne savait pas qu'il était jumeau, qu'on lui donnerait le nom de jumeau qui s'identifierait au Katanga. Mais John Numbi a dit que notre maman, s'il ne fallait pas la maman de Joseph Kabila, sa maman c'est Marceline. Donc c'était sur base de ces éléments que lui de madame, nous avons été naïfs de laisser 18 ans à M. Joseph Kabila nous diriger. Mais c'est avec lui que vous avez fait la passation du pouvoir. Mais on a récupéré ces pouvoirs de Congolais qu'on ne remettra plus jamais à un étranger. Après Félix, un Congolais de père et de mère. Après celui-là. Madame, vous voulez encore une question que j'entre encore en profondeur? Si donc, on était en train de parler de l'opposition par rapport à l'organisation. Madame, le président était clair. Joseph Kabila, au lieu de faire d'opposition, il crée cette histoire avec Corneille Nangaa, dont il est le parrain.
Moïse Katumbi borderline, on ne sait pas. Il n'assume jamais. Mais il travaille dans toutes les gouvernances de ce pays. Martin Fayulu n'a jamais reconnu le pouvoir. On n'est pas en face de l'opposition. On est en face des contestataires et des frustrés. Donc vous vous attendez de l'opposition des critiques constructives? Moi je serais content de voir demain après-demain que l'opposition dise que non, le pain a augmenté de prix, que le Congolais... Mais ils le disent aussi. Mais, ils le disent, mais quand ils vont marcher, c'est pas pour ça. Ils le disent. Non, ils le disent, mais madame, ces gens sont méchants. La souffrance des Congolais qui ne cesse madame, la sécurité. Madame, parlons de cette souffrance. Parlons de cette souffrance. Qui vous a dit que c'est Félix qui a amené la souffrance au pays? Mais voilà, pour cela on vous reproche, vous n'accusez que les autres. Joseph Kabila, lorsqu'il a hérité... il a hérité quoi? Le pouvoir de Mobutu, il ne s'est jamais excusé, disons que... Laurent Désiré Kabila ou bien Joseph? Les deux Kabila. Non, mais bon, je vais vous expliquer les deux. Là, vous me provoquez parce que je suis de pêche. Je connais tous ces régimes. Laurent Désiré Kabila, qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur Mobutu? Il n'y a aucun président qui a attaqué un président comme Laurent Désiré Kabila à l'égard de Mobutu. Allez vérifier. Mais quand même, il a assumé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a menés de Rwandais. Il ne se plaignait pas de la Il se plaignait tout le temps. Il se plaignait tout le temps sur la situation de guerre à l'Est. Vous oubliez ou quoi? Il y a eu un conglomérat des aventures. Mais vous voulez chanter qu'à tout bout de champ, c'est Joseph Kabila. À tout bout de champ, si les choses échouent, je vous explique la vérité. Laurent Désiré Kabila, sur toutes ses sorties médiatiques, il ne faisait que se plaindre. Mais qui nous a menés de Rwandais ici? Qui a signé l'ordonnance nommant James Kabarebe un Rwandais chef d'état-major général? Mais c'est Laurent Désiré Kabila qui nous a foutu dans la merde. Il est parti, on l'a tué par ses propres amis, qui l'ont amené au pouvoir. Et on a mis un autre Rwandais au pouvoir. Mais le Belge l'a attesté, lui Michel. Et puis lui là, il a pris le pouvoir pendant 18 ans. Qu'est-ce qu'il a foutu? Il nous a menés encore dans la merde, la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais il y a des Congolais qui préfèrent qu'à l'époque, il y a Kabila mort, on s'allait à $4,90 et aujourd'hui, nous sommes commis à 28, c'est mieux vos Kabila qui bon, madame, parlons-en. Je pense que vous êtes à Kinshasa, vous avez déjà entendu ces discours. Madame, je parle sous réserve de tous les monétaristes de ce pays. Laurent Désiré Kabila a changé la monnaie, le Zaïre en franc congolais. Mais il nous a fait, c'est lui qui nous a menés dans le gouffre. Ce n'était pas préparé pour ça. Il n'y avait pas assez de réserves. L'économie était entre les mains des étrangers. On n'avait pas une économie assise. Ils changent la monnaie. La monnaie plutôt. Nous sommes partis de $1. $1 qui équivalait à 1 franc 20. Laurent Désiré Kabila nous laisse, il quitte le pouvoir, le dollar était à 46 000. $10 était combien? 10 200. Il quitte le pouvoir, $10, 46 000. Combien de taux d'inflation? Lui, il quitte à 46, Joseph nous amène à 167 000, 300% d'inflation. De 367 000 à 284 000, combien de pourcents d'inflation? Mais on souffrait toujours dans ce pays. Les fonctionnaires avaient combien? Allez voir la situation à l'ONATRA partout. Mobutu a quitté, il a laissé 36 bateaux, mais Joseph a tout détruit. Mais quelle est la solution que le gouvernement... Mais c'est ça qu'on va parler. Mais c'est ça qu'on va parler. Au lieu de tout temps... On va pas... Non, madame. De remettre la faute aux autres, à assumer, à madame, même en France, on évoque le passé des dirigeants. Pourquoi pas au Congo? Mais Félix, quand il partira, celui qui viendra, il parlera de Félix, de sa gestion de 10 ans. Madame Kabila fait 6600 jours comme président. Qu'on n'en parle pas. Moi, je suis prêt qu'on dise ce que Félix a fait pendant 6 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, bravo, madame, c'est une bonne question qui me réconforte. Madame, quand on gère un pays, on parle du passif et des actifs. Mais dans tous les vrais pays, tous ceux qui partent laissent les actifs pour que celui-là qui vienne, il construit dessus. Mais Kabila n'a rien laissé dans ce pays. Mais il nous a foutu dans la merde. Il nous a mené à moins 100. Maintenant, il faut amener le pays à 0. C'est là que Félix a fait dans son premier mandat. Il a mené le pays à 0. Nous étions à moins 100, à 0. Okay. Tous les fondamentaux du pouvoir d'un pays ont été détruits. L'entrée de l'AFDEL. Vous savez que la conséquence c'est quoi? On a perdu la subsistance comme nation. C'est là le début du malheur du Congolais. Le Rwanda a pris le contrôle du pays. Maintenant, alors, les fondamentaux c'est quoi? Maslow a établi un pyramide par rapport aux besoins vitaux de l'homme. Le manger, le boire, la sécurité, le logement, dormir et la sécurité.
Vous voulez me dire que Joseph Kabila a posé tous ses fondamentaux. Mais quand Félix est arrivé au pouvoir, mais l'illettrisme aujourd'hui qu'on a au Congo, les enfants, au lieu de parler là, ils parlent lait. Mais c'est Joseph Kabila, il a foutu la jeunesse dans la merde. 43, article 43 de la Constitution était là pendant 18 ans. Et la gratuité de l'enseignement vient remédier à cela. Mais 6 millions d'enfants, c'est l'équivalent du Congo-Brazzaville. Budget annuel, 2 milliards de dollars. Il faut être un socialiste pour le faire. La fonction publique, ici je vais évoquer. Aujourd'hui, les enseignants ont réclamé l'augmentation mais le gouvernement, au mois d'octobre, va augmenter de 100 000 francs. Un enseignant qui avait 360 000, qui a perdu son pouvoir d'achat, se verra être payé 460 000. Moi, je prie que le gouvernement aille encore même à 500 000. Que le dernier fonctionnaire ait au moins 200 $. Mais à la fonction publique, madame, vous ne le savez pas. M. Joseph Kabila a laissé 384 000 agents non retraités. Il y a eu un programme avec l'Union européenne et la Banque mondiale. Ils ont détourné 10 millions, le programme a été arrêté. Maintenant, on payé 2 000 $ de retraités. Mais Félix est venu, aujourd'hui nous sommes entre 10 et 20 000 agents qui sont déjà retraités. Avec honneur, ils sortent avec 8 000 $. Mais ce ne suffit pas. Il y a eu la réforme de la retraite. Où chaque agent public de l'État qui va à la retraite est déversé à la CNSAP. Ici, j'évoque le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui aujourd'hui, un fonctionnaire de l'État, ne peut plus craindre la retraite parce qu'il va commencer à être payé jusqu'à sa mort. Mais un rentier de militaire était payé combien? 30 000 francs. Mais aujourd'hui, c'est 300 000 francs. Je vais encore plus loin. 220 000 non-NUNP à la fonction publique. Aujourd'hui, on a pris en charge 200 000 qu'on a payé. Mais Joseph Kabila a laissé tous ces pauvres messieurs. Il y avait des militaires qui ont été payés 10 000 francs. Sur Joseph Kabila. Mais lorsque le panier de la ménagère, ça ne sent pas tout ce que vous venez d'évoquer, ça ne se sent pas au niveau du panier de la ménagère. Qu'est-ce que vous pensez que les Congolais vont dire? Mais je suis d'accord qu'il y a un problème. Il y a un problème. L'inflation, l'incertitude. Parce que le marché économique n'aime pas l'incertitude. Quand l'incertitude il y a, nous tombons dans la spéculation. Quand il y a la spéculation, je parle sous réserve des économistes, il y a ce qu'on appelle l'inflation. L'inflation est liée à beaucoup de facteurs. Mais si je vais étaler ça, je vais prendre toute une émission. Mais je vais parler de solutions. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Ici, j'évoque le vice-premier ministre, ministre de l'économie. Monsieur Monkoko Samba. Je reconnais que tous les ministres de l'économie ont floppé. N'ont pas donné résultat escompté. Mais d'autres ont été professeurs d'université de l'économie. Mais ils n'ont rien apporté. Mais Monkoko Samba est venu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a vu la structure de prix. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le modèle économique que nous avons adopté. Nous n'imposons pas de prix, c'est des importateurs qui amènent leurs marchandises avec le ministère de l'économie, on met en place la structure de prix et que cette structure de prix doit respecter les lois du pays. Parce que le régulateur de marché, selon la loi, c'est le ministre et en charge de l'économie. Ici, j'évoque le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Monkoko Samba. Mais en regardant la structure de prix, on se rend compte que certains paramètres qui entrent là-bas, l'État ne le reconnaît pas. Mais les gens payent. Où part l'argent? C'est là la grande mafia. Alors, il a décelé ça. Il fait l'objet maintenant de combat. Parce qu'il y a 8 produits stratégiques qui touchent au panier de la ménagère. Parce que le gouvernement a fait des études que 70% des Congolais ne réunissent pas le plat le plus simple. Ce n'est pas normal. Le gouvernement dit, moi je me désengage de 20%, 22%. Le riz, le maïs, le sucre, l'huile, le chincha, et la viande et le poulet. Madame, les importateurs maintenant c'est riche en opposition et ils commencent à payer certains journalistes pour dire que le gouvernement a tort d'aller dans ce sens-là. Il y a surfacturation de produits agroalimentaires au Congo. Il y a des barrières partout en RDC. On a érigé des barrières inutiles. Mais que l'État avait décidé de supprimer. Mais c'est le travail parce que les gouverneurs et les militaires se sont fait de l'argent sur ça. Comment expliquer? J'ai aimé ce que le vice-premier ministre a évoqué. Un conteneur de 40 pieds qui quitte Dubaï, qui quitte Anvers, à Kinshasa c'est 2400, 2500. Mais un conteneur qui quitte Kinshasa, Matadi pour Kinshasa, Bomapouké, à 3400 $. Madame! Ce sont toutes ces... Alors le gouvernement a décelé. Maintenant le gouvernement est en pourparlers avec les opérateurs économiques et les importateurs pour leur dire, moi le gouvernement, voilà dans la structure de prix, nous ne devions pas acheter le poulet à 10 000. Si le prix le plus élevé, c'est 5 000. Ah, voilà pourquoi on n'a pas les fameux poulets, on nous avait promis en décembre. Non, ça aussi, c'est un dossier aussi, il faut voir. Le ministre
Kalumba, victime, il est de l'AFDC, il est de l'AFDC. Il a été victime. C'est juste une parenthèse. Non, il a été victime parce qu'il a été incompris. Si nous l'avons accompagné, c'est lui qui avait décelé le problème, mais on a donné l'argent et aux députés et les opérateurs économiques, on a envoyé les gens, la société civile, pour crier contre lui. Et tout a chopé. Parce que ces gens-là, madame, le chicha se vend à 10 $. Le carton, le gros là, en Namibie. Mais ici, c'est 60 $. 50-60 $. On demande aux importateurs quels sont les facteurs dans la structure du pays qui entrent pour que ça soit à ces prix-là. C'est seulement au Congo que c'est comme ça. On devait acheter ce gros carton à 30 $, à 32 $. Non, le gouvernement doit démanteler tout ce système. Le gouvernement est en train de démanteler. De l'autre côté, la solution qui a été trouvée, plausible, c'est dans ce budget, parce que nous sommes au mois de septembre-octobre, c'est le mois où on sème. Et le gouvernement a levé l'option de prendre des produits stratégiques, le riz et le maïs et les haricots. Voyez, c'est-à-dire on va aller dans une agriculture intensive. Ça, c'est le gouvernement sous l'égide de Madame Judith Suminwa, la première ministre. Les choses sont en train de bouger avec Madame Judith Suminwa. Par l'entremise d'une ministre de Finances. Aujourd'hui, les fonctionnaires ne sont plus payés en retard. Aujourd'hui, le taux de 22% des paiements en mode d'urgence a été réduit à 7%. Aujourd'hui, les provinces ont perçu 6 mois de rétrocession aux provinces. Donc, ils ont l'argent pour faire de travaux. Aujourd'hui, on a plus de 400 millions d'excédents. Ça, c'est la touche de Madame Judith Suminwa. Pour résumer tout ce que vous venez de dire, là, les Congolais doivent espérer. Non, c'est-à-dire le Congolais... Que les choses vont changer. Non, le Congolais, nous devons espérer toujours dans notre pays. Nous devons non, toujours... au régime Tshisekedi pour... Je dis au pays et au président de la République. Nous n'avons même pas parlé des infrastructures, madame. Je vous étonnerai. Ici, je condamne. Je suis d'accord avec ceux qui disent que non, on ne communique pas bien pendant notre régime. Ça, c'est la responsabilité du ministre Patrick Mouyaya. Ça, c'est la responsabilité de M. Eric Nielou. Ça, c'est la responsabilité de Mme Tina Salama. Mais, madame, qui sont les chargés de communication du ministre? Ce que je fais ici, je l'ai où? Donc, vous ne voulez pas évoquer la question des infrastructures juste en 2 minutes parce qu'on doit changer. En 2 minutes, madame. Aujourd'hui, c'est le seul président qui vient, qui vous construit des routes à Kinshasa. Personne n'a fait mieux que lui, ici à Kinshasa. Nous sommes un mégapole de 17 millions d'habitants. S'il vous plaît. Assosa, Birmanie, Kikwit, Zolana, route de la... Madame, j'étais à la frontière entre Mongafula et Kisenso. Vous serez étonné. Ça, c'est Kinshasa à l'intérieur. Je vais y arriver. Heureusement, madame. Il y a 200 km de rocade, de route de rocade qui est en train... Madame, il faut aller 24 heures sur 24. Vous serez émerveilleux. Sous Félix, c'est 700 écoles qui ont été construites. 400 bâtiments administratifs. 4 universités construites. Un aéroport international. Et d'autres en réfection. Bangoka et les autres. Mais c'est Félix Tshisekedi. Mais madame, si nous allons en province, route Manterne-Tchela est en réhabilitation. Félix a construit route Boma Mwanda. Là, on construit. Madame, vous serez merveilleux. Le port en eau profonde, la construction qui sera achevée fin 2025. Mais les travaux le gouvernement dit qu'ils vont bientôt relancer parce que depuis qu'on a fait la première pierre de construction... Madame, il faut aller voir, vous n'êtes pas informé. C'est la phase. Le gouvernement est en train de faire la phase. C'est fait le camp de Baki. Est-ce que vous en avez entendu parler? Le camp de militaires de force navale est en train d'être délocalisé parce que selon le contrat suspensif, il fallait délocaliser le camp. C'est ce qui est en train d'être fait. Les digues sont construits, le béton pour amener au port est construit. Madame, il faut être merveilleux, il faut voir ce qui se passe là-bas. Madame, je viens ici à Kinshasa. Congo Airways qui... Mais la certification... Non, la certification va jusqu'en 2025. Transco. Mais Transco vit. Transco vit. Je salue ici les efforts du gouvernement sur Transco, madame. Mais sous Joseph Kabila, nous étions restés avec 44 bis. Avec le fameux ministre, le vice-premier ministre José Makila, qui ont pris l'argent de Transco. Ils sont allés en campagne avec. Mais Félix est arrivé avec Didier Manzenga. On avait commandé 440 bus. Et aujourd'hui, on est en train de livrer des Transco ici à Kinshasa, à la 12e rue. Les bus sont montés ici. De nouveaux bus là que vous voyez, Pimpa Neuf là, qui fait beau à voir. On est déjà une 50aine de livraisons de bus. Donc, ici, je salue. Mais aujourd'hui, Transco procède aux ventes de mitrailles, de bus défectueux. Vous êtes au courant de ça? Ce n'est pas de nouveaux bus qu'on vend. Ici, je vois que le DGA Floriboitouka, on est en train de vendre des bus qu'on avait...
Avec Kabila, on est allé mettre caché, je ne sais où, et parce que le VPM de transport, Jean-Pierre Bemba m'a donné son cutus. On est en train de libérer ces paves-là parce que c'est le plus important, parce que Transco est en train d'acquérir de nouveaux bus. Voilà les efforts. Comment ont été appelés déjà à mourir? Vous le savez? Vous êtes au courant de ça? C'est pas mort? Non. Cette entreprise n'allait jamais se mettre debout. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que cette entreprise, à l'origine de sa création, c'était pour détourner de l'argent. On a pris l'argent à la SONAS, on a pris l'argent à la CNCS, on a constitué le capital pour créer Congo Airways. Mata Tampone, le fameux ministre qui se vante, le premier ministre qui donne des leçons, est allé acheter des avions d'occasion à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il a acheté en cash. Les avions ne s'achètent, même Airbus, même tous ces Lufthansa, ils ne s'achètent plus en cash, ils achètent en leasing. C'est-à-dire, vous donnez un compte, vous avez de nouveaux bus, des bus pimpant neufs, et que vous payez petit à petit. Mais Mata Tampone a fait du cash. 4 avions, 200 tombés en panne définitivement dès leur lancement, et les autres étaient restés 2. Maintenant, il fallait prendre en charge le personnel qui était pléthorique. Madame, c'était appelé à disparaître. Et bientôt, parce que comme le Congo Airways a perdu son certificat. N'a pas encore perdu, c'est jusqu'en 2025. Voilà l'information. Bon, mais en fait, on a ces problèmes. Non, bon, c'est-à-dire, on va revenir sur ça. Question. Donc, vous voyez, Félix, il faut voir Onatra aujourd'hui. Ici, j'évoque le ministre du portefeuille, oui. Qui est en train de faire renaître des entreprises qui étaient presque moribondes. Aujourd'hui, j'évoque l'Onatra, l'ex-Lonatra avec le DG, Lukusa. Les choses bougent. Le bateau a quitté la semaine dernière Kinshasa avec 2000 tonnes de marchandises vers Kisangani. Et les ciments sont arrivés avec 700 tonnes du ciment du Congo central par voie ferrée. Voilà, là où nous voulons. Et puis, l'Onatra René, et puis la Cadeco. Je ne connais pas le nom de la DG qui est là. C'est une femme de valeur qui est en train de faire renaître la Cadeco. Ben, Monsieur Joseph, pour clore, donc... Félix Tshisekedi accusé à tort par l'opposition. Non, ça c'est des discours. Sur sa gestion. Ici, j'évoque le professeur Émile Mongeli qui nous a dit qu'il y a toujours un discours de l'opposition, mais une opposition irresponsable, et il y a le discours de l'opposition et de la société civile. Monsieur Joseph, mais aujourd'hui nous sommes le 16 septembre. Les parlementaires retrouvent le chemin du Palais du Peuple. C'est une session essentiellement budgétaire. Vous venez d'évoquer les actions, tout ce que le gouvernement est en train de faire, mais c'est là pour que ça se réalise, il faut un budget conséquent. Mais oui. Le budget 2024 est estimé à 14 milliards de dollars. Je pensais qu'avec cette session, le gouvernement va déposer un budget qui sera élevé pour notamment mettre en pratique, mettre en marche le 6 piliers du chef de l'État. Vous savez, l'année 2024 était une année difficile. Pourquoi? Parce que les institutions se sont installées un peu avec beaucoup de douleur. Il y a eu un peu beaucoup de vicissitudes et puis des réalités que vous connaissez. Mais la chance avec l'année 2025, c'est différent. Parce que là, Madame la Première ministre a pris les choses à bras le corps dans le sens où tout est fait selon les normes. Elle a présenté déjà ses budgets prévisionnels au niveau du bureau du monsieur le président Vital Kamerhe. Maintenant, la session, c'est la rentrée. Il faut que ça ne sera pas du coup traité, hein, parce qu'il faut l'installation de beaucoup de choses. Mais ce qui est vrai, et ça sera à l'ordre du jour, parce que septembre, c'est essentiellement budgétaire. Moi, c'est que je demande à Madame la Première ministre, c'est d'allouer, de faire le réagissement de salaire des agents publics de l'État. Parce qu'avec l'inflation, il y a une perte de pouvoir d'achat. Oui, il faut cet équilibre-là. Il faut que les militaires et les policiers, les infirmiers et tous les corps qui sont dans l'administration publique, qu'on puisse majorer un peu leur salaire pour créer un peu l'équilibre avec le pouvoir d'achat qu'ils ont perdu. Ça, c'est la touche de Mme Judith Souminois. Et il y a aussi l'aspect sécuritaire. Vous savez, aujourd'hui, le président venait d'être en Chine. Aujourd'hui, le marché d'achat d'armement stratégique de la Chine nous est ouvert. Il faut de budget conséquent. Ici, je salue le vice-premier ministre, le ministre de la Défense. Nous avons aussi la sécurité ici à Kinshasa. Avec ces phénomènes que l'on a, il faut former de policiers. Ici, je salue aussi le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur. Nous avons déjà vu la dotation en véhicules pour la police et certains engins roulants.
Donc il faut aller vers ça. Il faut beaucoup plus de formation en termes de policiers et de militaires, parce que nous avons 2 345 000 km², dans 410 km² qu'il faut protéger. Il faut au moins 500 000 hommes. Il faut un budget conséquent. Nous avons la loi de programmation militaire qui doit continuer. Nous avons aussi un grand projet ambitieux qui doit être réactivé plus rapidement. Ici, j'interpelle le vice-premier ministre, ministre du plan, Guy Lenyembo, Bouiza, parce qu'il y a un programme, le projet de 145 territoires qui a été libellé en 3 phases. Première phase, construction des écoles, des bâtiments administratifs et des centres de santé. Deuxième phase, c'est des brigades agricoles. C'est là où nous allons résoudre le problème. Et la construction des routes et des dessertes agricoles. Et puis troisième phase, l'électrification des milliers ruraux. Le budget, c'est 1,6 milliard. Voyez un peu. Donc c'est là où le gros Mais il faut équilibrer aussi les inégalités. Ici, j'évoque le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, parce que la bataille doit être rude, parce que c'est inexplicable. Comment un agent public de l'État peut percevoir 300-400 000 francs, qu'un mandataire de l'État puisse percevoir 50 000 le mois, dollars américains. Donc le problème des inégalités sociales et la disparité salariale. C'est là où le travail qui doit s'employer le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique et le ministre du portefeuille, parce que là aussi il y a des problèmes. Ici, je salue les efforts du gouvernement via le ministre du portefeuille, contre-performance des entreprises publiques de l'État, parce que vous savez, il y a des problèmes. Toutes ces entreprises que vous voyez ont des dossiers à la justice, on saisit des comptes de manière tempestive, et c'est là la mafia dans la justice intervient, et que M. Constant Moutamba veut faire arrêter, bien qu'il ait combattu. Donc il y a beaucoup de problèmes. Donc les députés ont vraiment... Non, les députés maintenant, ça c'est l'interpellation que je lance à M. Vital Caméré. Le contrôle parlementaire doit être rigoureux. Normalement, si le contrôle était sérieux, M. Gilles Languette n'allait pas avoir tous ces succès qu'il a. Vous le savez? Parce que c'est l'instance, la plus haute instance de contrôle. Les ministres, les entreprises, c'est le Parlement, c'est l'Assemblée nationale. Mais ils ont été complaisants tout ce temps. Mais on voit la Cour de compte aussi. La Cour de compte vient en second lieu, puis l'IGF après. Mais M. Jules Languette a été proactif. Ne lui en voulez pas pour ça. Bon, on espère qu'avec cette rentrée parlementaire, avec Vital Caméré et les parlementaires... Bon, on a aussi des députés. On a aussi des députés qu'on a. Hein. Il faut faire avec, mais si les gens sont sérieux, c'est là où il faut que tout soit... tous ces détournements qu'on déplore. Si on avait une Assemblée nationale sérieuse, mais c'est là où le ministre allait être défenestré. Ce n'est pas M. Gilles Languette. Mais pourquoi M. Languette attaque l'Assemblée nationale? Lorsque vous dites qu'on avait une Assemblée nationale sérieuse, vous ne croyez pas? Non, je dis si, parce que c'est une possibilité. Parce qu'il y a des gens qui sont sérieux, mais il y en a qui sont moins sérieux, qui sont complaisants. Monsieur Joseph Benzan, on me fait signe, nous sommes déjà presque à la fin, mais il reste avec une toute dernière question. On a vu le week-end dernier, le président de la République aller chez l'ancien sénateur King Léon Kengo Badondo. Il a suivi les pas de Joseph Kabila. D'après vous, c'était... Joseph Kabila a suivi le pas de qui? Pourquoi mêler le jour et la nuit? Donc, qui ne fait que répéter, c'est ce que... Non, qui ne fait que répéter, c'est ce qu'on veut faire croire. Kengo appartient, Kengo c'est un moboutiste, ce n'est pas un kabiliste. Vous voulez que je dise des choses fortes? Bon, je vais tenter de le dire. M. Kabila était faux, il avait besoin de Kengo pour asseoir son pouvoir, avec l'image du vieux. Mais Félix, Kengo est son père, parce que Kengo était l'ami de son père. C'était une visite entre père et fils. Ils se connaissent, il connaît Félix depuis son jeune âge. Mais quand est-ce que Kengo, monsieur le patriarche, a connu Joseph Kabila, qui est venu de la rébellion qui est rwandais? C'était une très belle visite de courtoisie. Mais il est allé rendre visite à l'ami de son père, Ça n'a rien à voir. Alors pourquoi vous liez? Le patriarche a connu Joseph Kabila à quel âge? Mais le patriarche Kengo a connu Félix dès son enfance. Voilà la différence. Monsieur Joseph, c'est toujours intéressant de changer avec vous tout sur ce plateau de l'émission à l'écoute. Nous sommes arrivés à la fin. Votre mot de la fin, vous allez laisser nos téléspectateurs, je pense que dans une soif, parce qu'on a laissé d'autres sujets pendant, je ne suis pas entrée au fond. Et qu'est-ce que vous dites? Nous sommes là pour servir la République.
Je demande aux Congolais. Il y a Rabbin Charmant, un philosophe, un politologue, un écrivain qui dit: le changement est difficile au début, compliqué au milieu, mais meilleur à la fin. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Félix, en fait, il fait face au statu quo. On appelle ça le système dominant qui a dominé ce pays, mais il veut faire sortir le pays de ces systèmes. Alors c'est pour cela, vous voyez, c'est soubresaut. Mais ça finira bientôt. Et que nous allons recouvrer le sourire. Même pour la guerre à l'Est, même pour le social. Donc faisons confiance à ces dignes fils du pays, qui n'est autre que Félix Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous nous avez écoutés. Vous avez écouté M. Joseph Mbenza. Et dans l'émission Pays à la bilingue. Il a lobby à défendre le régime Tshisekedi. On a échangé et nous vous disons merci de votre attention. Je vous retrouve très prochainement avec un autre numéro. Si vous voulez que M. Joseph Mbenza revienne encore, écrivez-nous, appelez-nous. Il va revenir et décortiquer d'autres sujets d'actualité. Bonne suite de programme. Au revoir. Listening. À l'écoute. Yokamela. Kusikiliza. Udi umvwa nyonso ngetu bamukewa. À l'écoute pour s'informer. À l'écoute pour s'informer.